dernier talk de la France Foundation, nous avons comme invité Thomas Parotti, qui est le fondateur de l'agence Mieux, qui accompagne les entreprises dans leur démarche de communication responsable. Et également, Thomas est l'un des jurés de notre tout premier prix de l'innovation responsable pour un parfum, ce prix qui sera remis lors des Fragrance Foundation Awards en octobre prochain et pour lequel les marques de parfums peuvent candidater jusqu'à aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, c'est la deadline, donc profitez-en. Et donc, merci beaucoup Thomas d'être avec nous aujourd'hui. Et tu vas échanger avec nous tu vas nous donner les 10 règles d'or de la communication responsable. Donc, je te laisse la parole. Super. Merci beaucoup Amélie et Luce de cette invitation. Et pour me présenter rapidement, donc, je m'appelle Thomas, ça fait 25 ans que je travaille en agence. Et il y a maintenant 11 ans, j'ai créé l'agence Mieux, qui est une agence spécialisée sur la RSE, voilà, qui accompagne les marques et les entreprises dans la communication de leur stratégie RSE, en interne, en externe, et évidemment qui travaille aussi sur des lancements de produits qu'on va qualifier de responsables ou impact positif. J'ai partagé avec vous ce que j'ai appris, ce que j'ai rencontré, les marques que j'ai pu accompagner. Et effectivement, la présentation s'appelle « Comment réussir sa communication responsable » ou les 10 règles d'or pour éviter d'être taxé de washing. Vous savez, il y a le greenwashing, il y a maintenant aussi le social washing, il y a le purpose washing. Purpose, c'est la raison d'être. Hein. Donc, c'est parti pour 20 minutes de présentation. Ça, c'est les 10 règles d'or. On va commencer par quelques définitions, rentrer dans le contexte, et ensuite on verra comment on fait pour réussir son lancement de produit responsable ou la communication de sa stratégie RSE. La définition originelle, officielle, c'est celle du rapport Brundtland en 87, rapport ONU, qui dit « Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Donc, c'est évidemment la prise en compte de la finitude des ressources, de la finitude des planètes. Et aujourd'hui, comme vous le savez, le jour du dépassement se situait l'an dernier, fin juillet, début août. Là, a priori, il va reculer un petit peu avec l'effet Covid, mais on sait que les ressources sont finies, on sait qu'on en consomme trop, et donc la question, évidemment, est de savoir comment on peut continuer à se développer nos entreprises, mais en préservant la planète et en s'occupant aussi de la société. Donc la RSE, c'est la responsabilité sociale et environnementale ou la responsabilité sociétale de l'entreprise. Moi, il y a 2 définitions que j'aime bien. La première, en fait, responsabilité vient de respondere en latin, qui veut dire tout simplement répondre. Donc, c'est quoi la RSE? C'est la capacité à répondre à toute pression interne ou externe. Et une deuxième définition qui est un peu plus dynamique, c'est la capacité à engager toute l'entreprise et ses parties prenantes dans la création de nouveaux produits-services rentables, inclusifs et respectueux de l'environnement. Il y a toujours ces 3 paramètres-là. La RSE, on en parle depuis très longtemps. Je crois que Greenpeace et le WWF ont été créés en 69-70. Mais pour moi, le développement durable et la RSE, c'est un sujet qui a vraiment explosé avec l'arrivée des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, quand il y avait 3 personnes devant une centrale nucléaire qui disaient « on n'est pas content », ça faisait un 8e de page dans la PQR. Aujourd'hui, quand Greenpeace prend la parole, ils peuvent faire 50 millions de vues en 24 heures. Donc, c'est tout de suite beaucoup plus puissant. Et ça, on l'a constaté pour la première fois le 16 mars 2010, quand Greenpeace a parlé d'huile de palme qui était utilisée dans les Kit Kat, et avec une pub où on voit un jeune homme dans un bureau en train de manger les Kit Kat, mais en fait, ce n'est pas des Kit Kat, c'est des doigts d'orang-outan. Parce que, comme vous le savez, l'huile de palme vient de forêt, enfin, participe à la déforestation. Et cette déforestation nuit évidemment aux ressources naturelles, primaires, environnementales et à la biodiversité. Et donc, du coup, Greenpeace a pris quelques libertés avec le logo de Nestlé. Ils sont venus devant les bureaux de chez Nestlé. Ils ont fait quelques manifestations. Nestlé l'a très mal pris. Et du coup, les réseaux sociaux se sont enflammés et on dit à Nestlé qu'il fallait qu'il réagisse. Et pour la première fois de l'histoire, on a vu qu'une manifestation digitale, hein, enfin une action de Greenpeace, attaquer le cours de l'action chez Nestlé. Et ça, chez Nestlé, ils n'aiment pas du tout. Et c'est là où on s'est dit, tiens, il y a des parties prenantes externes, et notamment des ONG, qui peuvent nuire à l'entreprise. Donc, il faut prendre en compte leur point de vue.
Je vous rappelle évidemment que la valeur d'une marque, c'est avant tout sa réputation. Et ça tombe bien parce que quand vous travaillez sur les sujets RSE, il a été démontré, il y a un rapport du BCG qui a été fait en novembre, je crois, qu'une entreprise engagée dans une stratégie RSE est 13% plus performante. Première règle, il faut avant tout, et au-delà de tous les sujets de responsabilité, que votre offre soit compétitive et soit au niveau. Et par exemple, 80% des primo-acheteurs de Veja ne savent pas forcément que c'est une marque engagée, qui travaille en équitable avec le Brésil, qui a des salariés qui sont plus payés que dans les autres usines de la même ville, qu'il y a des matériaux éthiques, naturels, à part le petit bout de plastique qui est au bout du lacet, qui est fait avec du pétrole parce que le bioplastique n'est pas assez solide. Globalement, tout le produit est super bien travaillé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les gens l'achètent la première fois parce qu'ils trouvent que c'est cool. Et quelle est la qualité qu'on demande à une paire de baskets? C'est qu'elle soit cool. Et donc, du coup, on voit bien qu'en étant hyper au niveau de coolness, de compétitivité du marché, on peut créer de la préférence. Et c'est ensuite la RSE qui joue son rôle de réassurance, de fierté d'appartenance à une communauté et évidemment de fidélisation. Typiquement, la cosméto bio, il y a 15 ans, 20 ans, avait des textures plutôt pas très séduisantes, avait des packaging assez moches. Et à force de se moderniser, de se remettre en question, et un sujet bio qui s'est développé, hein, vous savez, aujourd'hui, le bio arrive souvent au moment du premier enfant, sur l'alimentation et sur la cosmétique assez rapidement. Le bio, la cosmétique bio a enfin décollé. Le deuxième élément, deuxième règle d'or, c'est évidemment qu'on ait des bénéfices environnementaux prouvés, par exemple par des labels. Mais c'est parce qu'il y a des preuves de la démarche environnementale que l'entreprise va connaître du succès. Le sujet de la nature, de la biodiversité, est un sujet qui crée beaucoup de sensibilité, enfin, qui crée beaucoup d'émotions chez les consommateurs. Et on l'a bien vu avec les petits koalas ou les petits kangourous en Australie. On a envie de préserver l'environnement. Et c'est aussi pour ça que le vrac se développe très fortement, qu'il y a des marques, si vous allez chez Naturalia ou Biocop, il y a une marque qui s'appelle Le Pain des Fleurs, qui a à peu près 90% de part de marché en France, qui s'est développée dans une cinquantaine de pays, qui est une marque qui se développe très fortement parce que bio, sans gluten, sans allergènes, et elle fait du bien à la santé, elle fait du bien à la planète. Voilà, quand on fait du voyage d'aventure, évidemment qu'avoir une démarche responsable, c'est pertinent. Et ça aide à gagner des parts de marché sur un sujet qui est assez éloigné du parfum. Il y a un fuel qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps avec une promesse de neutralité carbone, c'est-à-dire je ne pollue pas parce qu'il y a eu l'efficacité énergétique et il y a eu de la compensation. Mais le fuel gagne des parts de marché sur ses concurrents parce qu'il apporte un bénéfice environnemental supplémentaire. Troisième point, c'est évidemment les gens, le social. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques françaises qui se revendiquent françaises, hein. Il y a évidemment le site français, et vous connaissez certainement leur campagne où là, il y a assez d'inclusion, et ils n'essaient pas de trop de tricher par rapport aux mannequins qu'ils utilisent volontairement. On voit bien que le social est important parce que les offres locales en France se développent très fortement. Vous avez peut-être vu que la Camif, il y a 1 an et demi, a refusé le Black Friday. Ils ont dit, nous, on ne participe pas à cette fête de la surconsommation. Et ils ont dit, pendant ce jour-là, ce vendredi-là, on va réparer les meubles qu'on a vendus, on va aller dans des associations, on va valoriser Made in France, qui fait partie de façon assez importante de son catalogue aujourd'hui. Voilà, donc on voit même que les Français préfèrent les légumes et les fruits locaux et de saison plutôt que les fruits et légumes bio qui viennent de notre pays. Ça, c'est ce que dit l'étude Greenflex, qui est la grande étude sur la consommation responsable, qui sort chaque année, en général en septembre. Le quatrième point, c'est le sujet des labels. Aujourd'hui, il y a des marques qui ont essayé de créer des auto-labels et elles sont fait attaquer. Notamment, il y a les Amis de la Terre qui avaient créé il y a quelques années le prix Pinocchio. Et on connaît des directeurs marketing qui sont fait virer parce qu'ils avaient pris le prix Pinocchio. Donc, c'est hyper important, évidemment, d'être transparent, sincère et de parler de réalité. Et il ne faut pas créer des faux labels. Voilà, aujourd'hui, il y a des labels comme EcoCert, comme Cosmebio, qui sont des labels qui se développent fortement et que les consommateurs commencent à connaître. Il y a beaucoup de labels, beaucoup de normes, etc. Mais sur chaque secteur, il y a des labels qui sont en train d'émerger. Évidemment, le label le plus connu en France, c'est celui d'AB. Il s'avère que le deuxième, c'est le logo du WWF, qui n'est pas vraiment un label, mais qui est reconnu un peu comme tel.
Le cinquième point, et c'est hyper important, c'est l'imaginaire qu'on va créer avec notre métier de communication. La publicité, selon moi, doit participer à une empreinte matérielle positive. Je vous ai mis un petit article. Nous, on a une charte RSE interne, notamment pour tous les collaborateurs qui arrivent et qui veulent bien comprendre l'agence. Et il est important d'utiliser notre métier pour participer à une société positive, c'est-à-dire à faire évoluer positivement les mentalités dans son rapport à l'environnement. Et typiquement, la pub que vous voyez en haut à droite, c'est faite attaquée par les ONG, et pas que par les ONG, par aussi certainement la RPP, l'ADEME, le ministère, etc. Parce que quand on vend un scooter et qu'on dit changez votre quotidien et prenez plus le bus, en fait, c'est interdit par la loi de dénigrer les transports publics parce que c'est moins polluant. Donc, il faut faire attention au dénigrement qu'on peut avoir dans la publicité. Je ne parlerai pas de la pub Invictus où le joueur de rugby qui a gagné son match rentre dans le vestiaire et il trouve 6 femmes extraordinaires, nymphes, etc. Mais je crois qu'on a plein de façons d'être créatif et d'apporter des bénéfices aux consommateurs sans dénigrer, sans donner une image stéréotypée de la femme, de certaines populations, de l'environnement, etc. Le sixième point, c'est qu'on peut produire de façon éco-socio-responsable. C'est ce qu'avait fait par exemple Biocop dans une campagne où ils étaient allés vraiment au bout du concept en une campagne de pub télé où ils avaient fait le maximum pour ne pas polluer. Vous savez que le papier se recycle 7 fois. Aujourd'hui, évidemment, le papier, c'est assez connu. Il faut éco-concevoir son document et on ne met pas d'agrafe, mais plutôt des pliages, etc. Il y a plein de solutions. Il y a une imprimerie qui s'appelle l'imprimerie solidaire qui a 45 salariés en réinsertion, handicapés, etc. sur les 60 de l'entreprise. Voilà, on fait travailler des ESAT, mais c'est aussi possible de faire des tournages, ce que j'appelle bas carbone, c'est-à-dire faire le maximum pour ne pas polluer pendant le tournage. Voilà. Donc, récemment, on a fait 10 films pour la Poste un peu partout en France et on a émis 120 kg de CO2, ce qui est très très peu. Hein. Et en fait, c'est billets de train où quand vous allez à Marseille, on vous dit que vous faites 4,4 kg de CO2. Alors, on a additionné tout ça et ensuite on l'a compensé. Donc, on a eu un tournage neutre en carbone, mais éco-socio-concevoir. C'est pas compliqué, il faut juste être malin. Voilà. Et par exemple, il y a une très belle campagne qui a été faite par KLM pour parler un peu en réaction à ce que vous connaissez, qui s'appelle le Flixcam, qui est un mot suédois qui veut dire la honte de prendre l'avion. Ils ont fait une campagne qui s'appelle Fly Responsible, où ils expliquent qu'en fait, on n'est pas obligé de prendre l'avion tout le temps. Est-ce que vous avez vraiment besoin de prendre l'avion pour faire 1 heure de réunion? C'est ce qu'ils disent dans leur publicité. Est-ce que vous ne pourriez pas prendre le train plus souvent? Et donc, comme toute compagnie aérienne, ils montrent des belles villes, enfin, ils parlent de voyage, et en fait, on s'aperçoit à la fin, quand ils dézooment, que tout ceci a été fabriqué avec des maquettes et que l'avion n'a pas été pris pour faire ce tournage-là. Voilà, c'était une belle démonstration. Le septième point, ce sont les collaborateurs. Aujourd'hui, on voit cette étude, elle a 1 an, et peut-être qu'après le Covid, c'est encore plus important, mais on sait que 85% des salariés veulent s'engager dans la stratégie RSE de leur entreprise, et ceux qui y sont engagés sont 13% plus efficaces et 24% moins absents. Voilà, moi, je suis persuadé que ce sont les collaborateurs et collaboratrices qui vont sauver le monde. Ce ne sera pas les politiques parce que c'est trop compliqué aux gens d'être élus. Enfin, c'est trop compliqué d'être élu en disant on va diviser votre consommation par 4. Donc, il faut que ce soit les entreprises qui se mobilisent, que les patrons donnent la vision et ensuite que l'ensemble des collaborateurs transforment les modèles d'affaires de leur entreprise. Voilà, l'engagement est tellement important que 50% des gens, 55% des gens disent que l'engagement RSE de leur employeur est plus important que le salaire. Et ce chiffre monte à 76% chez les millennials. Voilà, donc quand vous lancez un produit, une campagne de communication sur un sujet RSE, que ce soit produit ou stratégie RSE de l'entreprise, il faut absolument mobiliser les collaborateurs parce que ça va générer de la fierté d'appartenance et ça va les faire devenir les vrais bons ambassadeurs de l'entreprise. La 8e règle, c'est qu'on fait de la communication, mais on ne devient pas journaliste, mais en tout cas, on doit faire beaucoup plus d'informations sur les sujets RSE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande de la part des consommateurs et des citoyens d'avoir plus d'informations pour mieux comprendre le processus de fabrication, par exemple. Alors après, évidemment qu'on va, entre guillemets, storyteller cette information, mais
le digital nous permet d'avoir un terrain d'expression où on va pouvoir apporter beaucoup d'informations. Je me rappelle avoir fait la première campagne de pub qui parlait d'économie circulaire. C'était il y a 7-8 ans pour ce qui s'appelait à l'époque encore Suez Environnement, Suez maintenant. Et on expliquait qu'une bouteille recyclée devenait une polaire. Et donc, on explique l'importance du geste de tri. Voilà, le digital permet aussi de mettre en avant les hommes et les femmes de l'entreprise. C'est héros du changement, comme on dit. Et permet aussi d'avoir des programmes plus longs. Voilà, par exemple, faire des podcasts de 10 minutes en interne tous les mois pour expliquer la stratégie RSE de l'entreprise. Pour l'avoir fait depuis 2-3 ans avec un acteur de l'immobilier, c'est quelque chose qui mobilise énormément les collaborateurs et qui leur fait, et qui, alors, on va dire, qui les éduque, mais en tout cas qui participent à leur culture RSE et donc ils comprennent mieux les enjeux. Le 9e point, c'est qu'il y a des parties prenantes externes qui mettent la pression, mais qui peuvent aussi valider et aller dans le sens de l'entreprise. Pour information, Greenpeace explique aujourd'hui qu'il ne faut plus boycotter Nutella. Un, parce que Nutella a fait des progrès énormes sur la traçabilité de son huile de palme. Mais ensuite, pour dire, s'ils n'utilisent pas d'huile de palme, ils vont utiliser d'autres huiles végétales qui peuvent consommer encore plus de ressources. Voilà. Le plus bel exemple des 5 dernières années, c'est la marque C'est qui le patron, qui est un peu la plus grosse réussite de la grande conso des 5 dernières années et qui a établi son cahier des charges avec les consommateurs en disant, voilà, vous êtes prêts à payer combien? Ok, 88 centimes le litre de lait. Aujourd'hui, un éleveur de vaches laitières, il gagne 38 centimes. Est-ce qu'on peut monter? Oui, on peut monter jusqu'à 44. Voilà, et tout le cahier des charges, et le local aussi évidemment est très important, mais tout le cahier des charges a été défini avec les consommateurs. Dans la série Parties prenantes externes un peu agressives, il y a José Bové qui avait dit qu'il avait démonté, il n'avait pas cassé, il avait démonté un McDo il y a 20 ans. McDo a très mal vécu cette action. On pense qu'on veut de McDo, mais après, quand on rencontre des gens de McDo, ils nous expliquent que c'est une entreprise familiale. Et c'est vrai que chaque restaurant, si on peut appeler ça un restaurant, est détenu par des familles, hein, par des entrepreneurs. Et McDo donc s'est dit il faut réagir absolument, il faut qu'on se réinvente. Et il s'avère qu'ils ont lancé des produits plus sains et plus rentables, des salades poulet, des tomates cerises, des trucs comme ça. Voilà. Et vous avez peut-être vu le numéro de Cash Investigation qui avait parlé de caring. C'était un mardi soir, comme d'habitude. Moi, le jeudi matin, j'étais avec une personne d'une grande maison de couture, de parfumerie, noire et blanche, qui commence par chat et qui finit par Nel, et qui m'a dit hier, au lendemain de la diffusion de cet extrait, toutes les décisions qui traînaient dans l'entreprise sur les sujets RSE ont été prises, ont été validées. Voilà. Donc, j'adorais les UC. Mais on voit bien que les parties prenantes externes sont là pour participer à la transformation de l'entreprise. Et elle n'a pas le choix, elle doit se transformer. Et donc, c'est une remise en question et ce qui lui permet d'innover. Et le dernier point, évidemment, c'est notre métier de communicant, c'est d'être créatif. Aujourd'hui, parfois, les sujets RSE, ils sont un peu angoissants. Donc, on a un peu peur, on a du mal à faire de l'humour, mais il y en a certains qui ont réussi. Et moi, je me rappelle avoir travaillé toujours sur cette campagne sur Suez où on expliquait qu'en démontant un avion et les ailes d'un avion, ça donnait des métaux qui pouvaient permettre de fabriquer une trottinette. Quand vous dites ça à un enfant, je vous promets qu'il va s'envoler avec sa trottinette et il aura compris l'économie circulaire. Voilà. Et il y a cette campagne de Patagonia aussi qui est assez connue, qui dit Don't buy this jacket, pour expliquer la durabilité de leurs produits, qui avait été très remarquée et qui était totalement légitime parce que Patagonia est engagé depuis très longtemps. Yvon Chouinard, le fondateur, avait créé 1% for the Planet. Enfin, il a créé, qui existe toujours. Ils sont engagés auprès des forêts. Enfin, bon, voilà. Si vous voulez voir quelques campagnes de pub, j'en ai mises quelques-unes sur la chaîne YouTube de l'agence. Et en tapant logiquement créativité RSE, vous verrez quelques exemples. La première, c'est pour un label. Ce film s'appelle Follow the Frog. C'est un label sur l'alimentation. Et le deuxième, je vous laisse découvrir. Je ne peux pas tout révéler. Voilà. En conclusion, ce que je veux vous dire, et le message principal, c'est que la communication responsable, évidemment, il y a de la méthode. Évidemment, il faut prouver qu'on est responsable. Évidemment, il faut prouver qu'on a des bénéfices environnementaux, sociaux, qu'on embarque les collaborateurs, etc. Que c'est une façon de communiquer qui permet de séduire les consommateurs, les clients. Ça permet de les fidéliser.
évidemment parce qu'il y a une réalité produit derrière, hein, que ça valorise financièrement votre marque et votre entreprise et que ça fait du bien. Et ça, c'est moi le premier sentiment que j'ai vécu il y a une quinzaine d'années. J'avais fait une campagne sur des sujets de responsabilité et je me rappelle que tous les gens qui avaient travaillé sur cette opération, et il y en avait beaucoup parce que c'était une grande enquête, etc., étaient ressortis de cette opération en se disant c'est super intéressant, c'est passionnant, on a envie de s'engager. Et c'est clair que c'est plus rigolo que de travailler sur une opération, d'acheter le troisième offert. Donc, ça fait beaucoup de bien. Voilà. Et donc, pour conclure, ce que je dirais, c'est que la communication responsable, c'est pas très compliqué. Il faut juste, à chaque fois qu'on prend une décision, se dire est-ce que c'est la bonne décision au bénéfice du consommateur, de la planète et des humains. Et comme ça, votre campagne sera super responsable. Merci à tous. On se retrouve en septembre avec tout un programme de conférences. Peut-être une autre conférence avec toi, Thomas, si tu veux. Certainement plein de conférences avec Luce. Et à bientôt. Passez de belles vacances. Au revoir. Merci. Bonnes vacances. À bientôt.